Amis de la masse, bonjour, aujourd'hui on va parler d'une actualité qui concerne l'ancien Mister Olympia de 1982, Chris Dickerson, puisqu'il est actuellement hospitalisé pour des problèmes à la fois cardiaques et orthopédiques. Générique. Don't know what's like it. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Chris Dickerson, c'est pas le bodybuilder le plus connu, malgré tout, il a été Mister Olympia en 1982. C'est la période où il y a eu 3 Mister Olympia qui se sont succédés sans que chacun n'ait pu garder le titre plus d'une année. Il y a eu d'abord Franco en 81, puis Chris Dickerson en 82, et en 83 ça a été le tour de Samir Banoutou. Chacun ne sont restés qu'une seule année. Donc Chris Dickerson, c'est un ancien bodybuilder, probablement pas très connu des plus jeunes, mais peut-être que les plus vieux ou les amateurs de ce sport se rappelleront de ce dernier. Et récemment, donc, on a appris des mauvaises nouvelles par l'intermédiaire de Bill Pearl, qui est lui aussi un ancien bodybuilder, qui a eu des nouvelles donc, de Chris Dickerson qui aurait été hospitalisé. En effet, selon les informations, il aurait chuté à son domicile avant de se fracturer le bassin, et dans les suites de son hospitalisation, il aurait fait un infarctus assez sévère, puisque aux dernières nouvelles, il était toujours intubé et ventilé, donc avec un respirateur pour lui permettre de respirer, et son cœur ne fonctionnait plus très bien, et ils étaient en train de discuter de lui placer un pacemaker. Donc une petite actualité pour lesquelles je pense qu'on peut commenter et apporter quelques précisions pour les personnes qui voudraient savoir de quoi il en retourne plus précisément. Tout d'abord, on va parler de sa chute, on va être assez rapide puisque les personnes âgées, malgré tout, c'est assez fréquent qu'elles chutent. Ce sont les populations qui chutent le plus après les jeunes enfants, mais à la différence des enfants qui sont résistants, les personnes âgées sont souvent beaucoup plus fragiles. Et avec le vieillissement, les os sont plus fragiles, il y a de l'ostéoporose qui peut se créer, même si encore une fois, on sait que le fait de soulever des poids, alors je sais pas si Chris Dickerson soulevait encore des poids et faisait de l'exercice, en tout cas, on sait que le fait de soulever des charges place une contrainte au niveau des os et est un facteur protecteur contre l'ostéoporose, puisque l'os c'est un tissu qui est vivant, et comme tous les tissus vivants, il répond à des contraintes. Donc à chaque fois que vous faites un squat, eh bien vous placez une charge, vous placez des contraintes au niveau de vos os, que ce soit les fémurs, les tibias, mais aussi votre colonne vertébrale, et ces contraintes, en fait, elles vont envoyer des signaux au niveau des cellules osseuses pour leur dire attention, il faut se renforcer, parce que on reçoit des contraintes, donc il faut en fait s'adapter. Comme les muscles, vous soulevez de la fonte, et vos muscles s'adaptent en devenant plus forts et plus gros. Donc là c'est pareil, les os s'adaptent, donc le fait de soulever des charges, de ce qu'on appelle de l'activité physique en charge, est un très bon moyen de lutter contre l'ostéoporose. Malgré tout, les personnes âgées ont des os plus fragiles que les personnes jeunes. Donc on sait que chez les personnes âgées, le fait de chuter et le fait c'est un risque de fracture, et le fait de se fracturer, c'est quelque chose de grave. Donc une fois qu'il a chuté, il s'est apparemment fracturé le bassin. Alors est-ce que c'est le bassin ou est-ce que c'est le col du fémur, ça n'a pas grande importance. Dans tous les cas, ce type de fracture, c'est quelque chose d'assez dramatique pour les personnes âgées, parce que ça reste une grosse chirurgie. Et surtout, ça suppose qu'il va y avoir une immobilisation prolongée, parce que quand la personne s'est fracturée le fémur ou le bassin, elle va devoir soit être opérée, soit être traitée orthopédiquement avec un plâtre, selon le degré de déplacement et le type de fracture. Mais dans tous les cas, ça signe deux choses. Ça signe premièrement que la marche devient de plus en plus difficile, puisque quand il y a une chute, ça veut dire que les capacités de rester debout se dégradent. La deuxième chose, c'est qu'une fois que la personne est hospitalisée, eh bien elle va rester alitée un certain temps, et on sait que chez les personnes âgées, rester allongée même quelques jours, c'est quelque chose qui peut faire à la fois décompenser leur maladie préexistante, mais également c'est le début en fait d'une spirale un petit peu infernale dans laquelle ils perdent leur autonomie et ils ont de plus en plus de mal à se relever. En gros, quand vous êtes jeune, même si vous allez à l'hôpital et que vous restez allongé un mois, on va dire, dans les cas les plus graves, quand vous vous relevez, c'est difficile, vous avez perdu vos muscles. Là, par exemple, il y avait Thibaut InShape, il s'était fracturé, je crois que c'était, je sais plus, il s'était fracturé quelque chose, et quand il avait enlevé son plâtre, eh bien, il avait fondu, et donc c'était normal, ses muscles s'étaient atrophiés, mais quand on est jeune, ça revient très vite. Sauf que, en fait, quand on est vieux, eh bien, tous les circuits à la fois nerveux, la commande motrice est altérée, et la capacité, la force musculaire, le tonus musculaire et le volume sont également altérés. Donc en fait, une fois qu'on est alité, on a beaucoup plus de mal à se remettre debout, parce que tout simplement, on est plus âgé. Donc on sait que les fractures du fémur ou du bassin, c'est une surmortalité énorme, et même les patients qui retournent à la maison, eh bien, souvent dans l'année, en fait, ça signe en fait tout simplement une faiblesse généralisée,
et en fait c'est un tournant évolutif dans, on va dire, dans la vieillesse. Pour vous donner un chiffre d'idée, une fracture du fémur, c'est 30% de mortalité dans l'année. Ça veut dire que parmi les personnes qui se fracturent le col du fémur, il y en a 1 sur 3 qui va mourir dans l'année, pas dans les suites forcément de l'intervention, mais parce que c'est encore une fois un marqueur, un reflet que la qualité de vie est altérée, l'autonomie va se dégrader, et on sait qu'une personne âgée, quand elle commence à ne plus pouvoir bouger, et donc quand elle devient dépendante, c'est en gros le début d'un cercle vicieux qui va les conduire à devenir grabataires, et quand on est grabataire, on est extrêmement fragile. Donc le meilleur conseil qu'il faut retenir de cette première partie, c'est qu'il faut toujours garder une activité physique, et que la musculation est une bonne activité physique, puisqu'elle place les muscles et les os en charge, donc avec des contraintes, et donc que ça prévient le vieillissement. Donc vieillir musclé avec des os en bonne santé, c'est clairement un facteur de survie. Encore une fois, attention, à condition de vieillir en bonne santé et de ne pas se détruire les articulations ou de ne pas prendre de produits dopants, parce que ce genre de choses peut au contraire vous aggraver, vous faire vieillir plus mal. Donc attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais une activité physique saine, régulière et encore une fois raisonnée et pas faite n'importe comment, c'est clairement un marqueur de survie prolongée, donc quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, on va parler de son infarctus. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a peu de détails, mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Toujours est-il que dans les suites de son hospitalisation, il va faire un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque, une artère du cœur qui va se boucher, et ça peut survenir soit dans le post-opératoire, parce qu'encore une fois, s'il a été opéré, les chirurgies du bassin ou des fractures du col du fémur, c'est des chirurgies assez traumatiques, assez lourdes, ce sont des chirurgies qui saignent, et donc les patients, en fait, que ce soit par l'anesthésie ou par le geste chirurgical, peuvent décompenser leur pathologie, et notamment au niveau cardiaque. On sait que si les artères sont déjà malades, eh bien les patients peuvent faire des infarctus pendant la chirurgie, ou dans le post-opératoire immédiat. Donc encore une fois, c'est pour ça que en général, pas en surveille, mais on dépiste, on fait des bilans cardiaques avant, sauf que quand c'est dans le cadre de l'urgence, on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on voudrait, de vérifier les artères, et puis parfois, encore une fois, il n'y a pas de signes avant-coureurs, et les patients, ils ont des complications qu'on ne peut pas, on va dire, pas vraiment prévoir. Donc il fait un infarctus apparemment massif, puisque il est dans les suites de ça intubé, ventilé, donc placé sous respirateur, probablement parce que quand il fait son infarctus, son muscle cardiaque, donc le muscle qui permet de générer le débit, si il y a une grosse artère qui est bouchée, eh bien il y a une grosse partie de ce muscle qui va être en fait endommagée, donc il ne va plus assurer son travail de contraction. Il en résulte que le cœur, en fait, sa fonction de pompe, elle est altérée, donc il a des difficultés à générer un débit cardiaque suffisant. Donc quand le débit n'est plus assuré, le problème c'est qu'il y a aussi des mécanismes qui vont se mettre en place pour essayer d'augmenter ce débit par de l'adaptation, sauf que cette adaptation, elle conduit à augmenter les pressions qui se trouvent au niveau du cœur. En gros, le cœur va se remplir de plus en plus de sang, et les pressions vont augmenter, et ces pressions qui vont augmenter vont se retentir au niveau du poumon et des capillaires pulmonaires, en fait, ce qui fait qu'il y a du sang, en fait, du liquide qui va passer au niveau des poumons. C'est ce qu'on appelle un œdème aigu pulmonaire. Et donc ce genre d'œdème pulmonaire, ça peut parfois être catastrophique. On appelle ça les œdèmes aigus pulmonaires asphyxiques, comme leur nom l'indique, et dans les cas les plus graves, et apparemment ça a dû être le cas ici, il faut intuber les patients pour leur permettre en fait de respirer artificiellement. Ça veut dire que Chris Dickerson, s'il a dû être intubé dans les suites de cet infarctus, a fait un infarctus massif. Et l'autre indice qui nous dit que c'est un infarctus massif, c'est que ça fait apparemment, puisqu'il a posté des news donc 5 ou 6 jours plus tard, c'est qu'il était toujours intubé 6 jours plus tard. Et la deuxième chose, c'est qu'on nous parle de pacemaker. La deuxième complication, c'est, alors c'est pas expliqué clairement, mais donc on ne peut que supposer, mais ce serait qu'il ait fait un trouble de conduction, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que selon le type d'infarctus que vous faites, et donc là si c'est un infarctus massif, c'est probablement un infarctus qu'on appelle antérieur, c'est les plus dangereux on va dire, puisque c'est ceux où il y a le plus de muscles qui est nécrosé, le plus de muscles cardiaques, et le souci de ce type d'infarctus, c'est une complication rare mais qui peut arriver, c'est qu'en fait au niveau du septum, c'est au niveau d'une paroi musculaire en fait entre les deux ventricules, et bien il y a des voies de conduction qui passent. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que les voies de conduction, de quoi il parle? Au niveau du cœur, il y a de l'électricité qui passe pour que le cœur se contracte de façon régulière. C'est en fait c'est l'activité électrique spontanée du cœur qui fait que contrairement aux autres muscles qu'on doit contrôler volontairement, eh bien le cœur ne s'arrête jamais de battre pendant toute votre vie et il va se contracter à intervalles réguliers. Donc cette électricité, elle doit se déplacer en fait d'un point en fait sur la totalité du cœur en partant du début
jusqu'à la fin. Et cette électricité, elle suit des voies de conduction qui sont en fait des autoroutes pour l'électricité, comme on mettrait des câbles électriques au niveau d'un interrupteur pour aller jusqu'aux lampes. C'est la même chose. Et ces voies de conduction, en fait, elles peuvent être dans certains cas, et encore une fois, ça signe des infarctus très importants, elles peuvent être endommagées, donc nécrosées en fait. Et ce qui se passe, en fait, si l'électricité du cœur est interrompue, eh bien le cœur, forcément, il va se ralentir, puisque au lieu de se contracter, par exemple, 60 fois par minute ou 70 fois, eh bien, il va, si l'électricité est interrompue, il peut ne plus se contracter du tout. Donc, en fait, il y a un défaut de communication, en fait, un défaut de transmission électrique entre les cellules qui disent « contracte-toi de façon régulière » et les muscles, en fait, qui reçoivent cette électricité et qui se contractent, en fait, selon la commande électrique. Donc, en fait, l'électricité ne circule plus et donc les muscles ne reçoivent pas, en gros, l'interrupteur qui leur dit « contracte-toi de façon régulière ». Donc, dans le pire des cas, en fait, l'activité électrique et la contraction s'arrêtent complètement. Et parfois, en fait, on va dire dans le meilleur des cas, elle est juste ralentie et le cœur se ralentit à, par exemple, 25 ou 30 battements par minute. Malgré tout, dans les situations très graves où le patient est intubé, ventilé et son débit ne marche plus, quand le cœur a déjà du mal à se contracter, si en plus on réduit la fréquence de contraction, on imagine bien qu'un cœur faible qui contracte pas beaucoup, donc ça veut dire qu'il éjecte assez peu de sang, et si en même temps, au lieu de se contracter par exemple beaucoup plus vite, ce qui serait en fait censé faire, si le cœur compense, s'il envoie moins de sang, eh bien il va se contracter beaucoup plus rapidement pour envoyer plus de sang. Sauf que là du coup, s'il se contracte moins vite, non seulement donc il se contracte moins fort, mais il se contracte également moins vite, donc le débit chute encore plus, et donc c'est pour ça que ça devient gravissime. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait pour contrer ça, pour traiter ça? Eh bien il faut remplacer ces circuits électriques au niveau du cœur. Donc c'est là où en fait on va implanter un pacemaker. Donc un pacemaker en fait c'est une pile en quelque sorte, c'est un petit boîtier qu'on place au niveau de la poitrine, hein. C'est sous anesthésie locale, c'est assez simple à faire, alors je veux pas dénigrer, mais bon, il faut inciser en fait au niveau superficiel, on place le boîtier sous la peau et on referme, c'est une chirurgie qui est très rapide. La seule chose qui est un petit peu, on va dire, particulière, tricky, c'est de connecter les sondes, parce que le boîtier, si on le met juste en superficie, eh bien il va pas envoyer l'électricité jusqu'au niveau du cœur. Donc en fait on connecte des sondes qui sont en fait en gros des câbles électriques qu'on va rentrer dans la veine pour aller jusqu'au niveau du cœur. Qu'en fait la sonde est au contact du muscle cardiaque et l'électricité va être envoyée de façon régulière au niveau du muscle cardiaque, et donc ça veut dire en fait ça va lui donner l'ordre de se contracter de façon régulière. Donc tout ça, ça permet en fait de suppléer en fait les problèmes électriques et les câbles qui sont endommagés. Donc une fois qu'on a dit ça, en fait on comprend ce qui lui arrive et on comprend bien que c'est quelque chose d'assez sérieux. Donc Chris Dickerson est actuellement aux dernières nouvelles, puisqu'on n'en a pas eu en fait de nouvelles, toujours hospitalisé pour quelque chose de très grave, et on ne peut que lui souhaiter de récupérer au plus vite, même si encore une fois dans ce genre de maladie, eh bien la récupération sera dans le meilleur des cas très longue et probablement incomplète. Juste pour couper court tous ceux qui diraient les stéroïdes ou autres, c'est en gros des bêtises. C'est pas que les stéroïdes peuvent pas créer des infarctus, mais à l'âge de 80 ans, on a déjà dépassé l'espérance de vie de l'homme moyen. Encore une fois, il était en bonne forme, et malheureusement, la chute à domicile, ça peut arriver à tout le monde, et notamment à toutes les personnes âgées. Donc ceux qui viendraient rabâcher des choses comme ça dans les commentaires, je vous dis tout de suite, n'essayez même pas, parce que c'est inutile, et encore une fois, à 80 ans, les gens font des infarctus et ils attendent même pas 80 ans pour les faire, hein. La plupart, ceux qui doivent les faire, les font à 50, 60 ans, même si effectivement ça augmente avec l'âge, mais ne voyez pas non plus le mal partout. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la situation, vous aura également appris des choses, même si, encore une fois, on ne peut que souhaiter une bonne récupération, un bon rétablissement à Chris Dickerson. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram, Dr Miaous, vous pouvez me proposer des sujets pour les nouvelles vidéos, vous pouvez poser des questions aussi puisque j'essaie d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.